Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor. Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Jean-Michel Coqui. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Midal et nous lui demanderons comment la philosophie peut nous aider à vivre. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Bonjour Lélie. Bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice Midal. Alors, vous êtes, je crois, bien connu de nos auditeurs, mais je vous présente quand même très rapidement. Vous êtes philosophe et écrivain et enseignant de méditation, et vous revendiquez que les deux vont ensemble, ou les deux ou les trois d'ailleurs, vont ensemble. Vous avez fondé l'école occidentale de méditation, et en fait, tout votre travail, l'essentiel, disons, de votre œuvre, consiste à transmettre cette pratique de la méditation dans une perspective laïque. Vous êtes par ailleurs éditeur, dirigeant deux collections, L'Esprit d'ouverture aux éditions Belfond et Évolution chez Pocket, où vous vous êtes engagé précisément à publier nombre des grands auteurs qui développent une vision authentique de la méditation, en tout cas ce que vous considérez comme étant une vision authentique de la méditation, car c'est peut-être là un sujet de discussion en soi. Vous avez publié de nombreux ouvrages, pour lesquels d'ailleurs nous vous avons déjà plusieurs fois reçu aux Racines. Je citerai peut-être les plus récents. En 2013, chez Flammarion, La tendresse du monde, l'art d'être vulnérable. Petite philosophie du mandala, méditation sur la beauté du monde aux éditions du Seuil en 2014. Ou encore Simplement être là, le cœur grand ouvert aux éditions du Grand Est en 2014 aussi. Aujourd'hui, nous vous recevons plus spécifiquement sur un livre intitulé Comment la philosophie peut nous sauver, rien que cela, 22 méditations décisives. C'est chez Flammarion, et ce livre a la particularité de présenter des thèmes philosophiques qui sont suivis de thèmes pratiques. Et c'est cela qui est particulièrement intéressant et qui vous relie au fond à une tradition très, très ancienne qui remonte à l'Antiquité de la philosophie, qui est que la philosophie est avant tout un exercice spirituel, une manière de vivre, une manière d'être au monde, qui est liée évidemment à la pensée, mais indissociable en fait d'un travail quotidien. Alors Fabrice Midal, je vais vous le dire tout de go, j'ai beaucoup aimé votre livre. Je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je l'ai trouvé à la fois accessible, vivant et en même temps très profond. Et donc vraiment, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission avant l'été, des Racines du ciel. Et alors je lis un tout petit extrait de votre livre. Vous dites « Si j'ai écrit cet ouvrage, c'est d'abord pour chercher à redessiner les contours de cet engagement à la source, de ce que nous pourrions aussi appeler une spiritualité laïque, qui n'est autre que la philosophie méditative. » Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que cette philosophie méditative que vous cherchez à expliquer dans ce livre. Peut-être on peut partir du fait que on a souvent, et moi j'ai souvent eu l'idée que la philosophie c'est d'abord une technicité qu'il faudrait apprendre. Quand j'ai fait des études de philosophie, il y avait un aspect très très technique de lecture des textes. Et au bout d'un moment, je voyais plus trop le rapport à l'expérience, très direct. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à me hanter, parce que quand on lit les grands textes de philosophie, on voit bien qu'il s'agit d'une expérience. Socrate arrive sur la place publique, s'oppose, disons, je sais pas comment on pourrait appeler, aux experts de son temps, qu'il appelle les sophistes, et essaye de montrer que lui, il n'est pas un expert, il est quelqu'un qui interroge tout le monde. Mais on retrouve la même figure avec Descartes, qui s'oppose aux experts de son temps, qui sont les maîtres de la scolastique, et lui invite chacun à partir dans une aventure de pensée, et il choisit, pas pour rien, d'écrire en français, pour que tout le monde puisse le lire. Et puis Kant, qui semble comme cela un des philosophes les plus ardus, dit lui-même que sa pensée naît comme une manière de se libérer d'un sommeil dogmatique dans lequel il était enfermé. Puis on retrouve ça chez Bergson, on retrouve ça chez Nietzsche, Et d'un seul coup, on se rend compte que chez tous les philosophes, il y a la volonté que leur pensée
soit d'abord une expérience radicale. Et que souvent, ça s'est perdu. Et peut-être tout le monde ne peut pas lire tous les textes de Kant ou de Platon, mais tout le monde peut voir l'expérience dont ces philosophes parlent. Et ce que je voulais essayer de faire, c'était montrer quelle est cette expérience très profondément humaine, très profondément directe. Et c'était ça un peu d'où je suis parti dans cette, ce qui a été au fond une certaine forme d'odyssée, puisque ça a été très long de revenir. Et pour chaque philosophe, c'est pas tout à fait le même travail qu'il y a à faire pour revenir à l'expérience fondamentale qui est au cœur de leur travail. Et c'est ça que vous appelez méditation. Oui, alors évidemment, ça vient de ma propre découverte de la pratique de la méditation qui vient de la tradition orientale, où il s'agit d'entrer de manière directe et simple avec ce qui est tel que c'est. Et donc, il met vraiment l'accent sur l'expérience qu'on peut faire de chaque chose. Mais, donc ça, c'est ça qui m'a... la découverte de la méditation m'a montré qu'il y a une forme de savoir en rapport à l'expérience, qui a une vraie profondeur. Et au cours des différents livres que j'écris, j'ai essayé de montrer comment la méditation pouvait nous aider par rapport à l'art ou à la poésie, à avoir un rapport, disons, non, entre guillemets, non intellectuel, non au sens mental et cérébral, mais direct au sens d'une expérience. Et puis là, je me suis dit, il faudrait que j'essaye de me confronter à la philosophie. Donc c'était un peu ça l'engagement. Et alors, le titre, sur lequel je sentais une petite ironie dans la manière dont Lélie l'a présenté, effectivement, ça peut surprendre. Comment la philosophie peut nous sauver? La notion de salut, elle apparaît très religieuse. Et donc, expliquez-nous ce titre et pourquoi et en quoi la philosophie pourrait nous sauver. Nous sauver de quoi? Alors, je pense qu'il faut entendre sauver au sens originaire. Sauver, ça veut dire au sens de l'expression sain et sauf. Sauver, avant d'être un mot chrétien, sauver, ça veut dire rendre à notre entièreté, à notre intégrité. Et pourquoi la philosophie peut nous sauver? Justement, pour reprendre ce que je disais précédemment, c'est qu'aujourd'hui, cette parole des experts, alors c'est plus la scolastique ou les sophistes, mais aujourd'hui, vous écoutez partout, il y a des experts qui vous parlent et qui disent, au fond, ce qu'on devrait faire. Et on voit aujourd'hui, pour les décisions politiques, économiques, les experts prennent un peu la place de tout, comme s'il y avait plus de questions à poser, que le savoir était déjà fait. Et c'est frappant quand on pense aujourd'hui, quand on regarde les rois du XVIIe ou du XVIIIe siècle, avant de prendre des décisions, aller voir les astrologues pour prendre une décision. Aujourd'hui, on demande aux experts de dire ce qu'on va faire et ils se trompent. On voit bien, ils ont absolument rien prévu des grands événements qui se sont passés. Mais on continue à nous abandonner à eux et à mettre de côté la question du sens, la question de l'interrogation, la possibilité d'interroger à neuf. Et le philosophe, c'est un peu paradoxal, mais c'est quand même cela qu'ont dit tous les philosophes. Le philosophe n'est pas tant celui qui sait, qui est celui qui interroge. Donc ça, c'est vraiment important. D'un certain point de vue, le philosophe est l'antipode de l'expert. Et encore une fois, c'est ce que disait Socrate, ce que redit Descartes, ce que redit Kant, ce que redit Husserl. Donc, il y a quand même un leitmotiv qui est un peu oublié et qui me semble décisif. Et donc, sauver parce qu'elle nous sauve de l'idéologie des experts qui n'interrogent pas ce à partir de quoi ils parlent. Et par exemple, aujourd'hui, le fait que la question du sens disparaît, c'est qu'au fond, la politique disparaît, que l'éthique disparaît, qu'il n'y a plus que de l'économique. Et ça, c'est une question philosophique. Depuis Aristote, de manière très claire, distingue l'économique, oikos, la maison, la maisonnée. L'économique est de l'ordre de la maison et la politique est de la question d'être ensemble. Et l'être ensemble ne peut se faire que dans la dimension d'une parole qui affronte l'expérience de la vérité. Oui, alors simplement, c'est vrai que vous dites aujourd'hui c'est l'économie qui prime, etc. Et en même temps, est-ce que c'est pas une affaire qui date de Socrate? Alors c'était peut-être pas l'économie qui primait à l'époque de Socrate, c'était les sophistes, c'était le politique dans le sens le plus vulgaire et le plus politicien du terme. Et c'est pour cette raison-là qu'on l'a mis à mort. Donc d'abord, première objection, c'est vous semblez dire que c'est quelque chose qui est spécifique à notre temps, ce diktat de l'expertise. Au contraire, non, vous avez tout à fait raison. C'est ce que j'essayais de dire. C'est
à chaque époque, chaque philosophe est venu pour faire une critique de ce qui, dans le monde, empêche un monde harmonieux d'exister. Et donc la critique de Socrate n'est pas la même que celle de Descartes ou celle de Nietzsche ou celle de Bergson, et qu'un philosophe doit regarder son temps. Alors après, on pourrait dire la particularité peut-être de notre temps, mais c'est pas très... La particularité de notre temps, c'est aujourd'hui cette figure de l'expert rationnel, disons. Je dirais que c'est un peu frappant quand on regarde les Lumières, que la grande parole des penseurs des Lumières, Rousseau, au premier chef, mais Voltaire, Diderot, critique l'intolérance qui prend le visage de la superstition antirationnelle. Et aujourd'hui, si on essaie de regarder, il y a aussi un visage d'obscurantisme qui se cache sous un visage d'une rationalité indiscutable. Mais cette rationalité qui vous fait faire des programmes et des tableaux Excel, etc., on se rend compte, j'y reviens beaucoup dans le livre, sur l'irrationalité que ça repose, qui est anti-scientifique, parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui interroge toujours à neuf la réalité et non pas qui fige les choses, et qu'on confond ici une loi scientifique avec une loi statistique, par exemple. Si on essaye de creuser dans le livre, c'est un aspect du livre, qu'est-ce qui est le visage qui empêche un art de vivre ou une éclosion de l'existence pour chacun. Et ça, c'est un des éléments. Aujourd'hui, la lutte de la chute des corps, la loi de la chute des corps n'est pas une loi statistique. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que tout est réduit aux questions statistiques? Il y a une complexité du réel qui est un peu déniée par une simplification extrême statistique qui ne rend pas compte du fait qu'il y a de l'imprévisible, il y a du hasard, il y a la complexité, et la philosophie peut peut-être nous aider à trouver un chemin dans cette direction. Et là, vous avez tout à fait raison de faire le point, et je trouve que là, c'est très enrichissant de bien réfléchir à la différence entre rationalité et raison. C'est-à-dire que très souvent, on pense que la raison, c'est le contraire de l'amour, par exemple. Vous montrez que pas du tout, que peut-être que la vraie raison, elle est absolument au cœur même de l'expérience de l'amour, alors que la rationalité, c'est une autre affaire. Et c'est vrai que nous vivons dans le règne de la pseudo-rationalité. Oui. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est très important, c'est que la rationalité est irrationnelle. Ce qu'on présente comme rationalité est irrationnel. Quand on vous explique que vous devez faire telle chose parce que c'est calculé comme cela, rien n'est plus questionnable. Et c'est donc absolument irrationnel. Et ça, je crois que c'est des questions absolument brûlantes aujourd'hui, avec les problèmes écologiques qu'il y a. C'est des problèmes... Oui, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure en disant que le fondement même de la philosophie, il y a un chapitre consacré à ça, c'est effectivement l'étonnement, l'émerveillement, le questionnement. C'est-à-dire de toujours savoir s'interroger, ne pas prendre tous les discours dominants, quels qu'ils soient, comme argent comptant, et y compris qu'il existe une doxa philosophique à chaque époque qu'il faut savoir critiquer. Donc ça, c'est effectivement un point central de l'expérience philosophique, c'est le questionnement permanent. Absolument. Le questionnement qui ouvre le monde et les yeux à neuf. Et ça, je crois que c'est vraiment extrêmement profond, cette possibilité de questionner. C'est pas questionner pour questionner, c'est questionner pour justement sortir de là où ça devient idéologique. Alors, est-ce qu'on peut dire que la philosophie, finalement, c'est la recherche de la vérité? Oui, absolument. Mais est-ce que ça existe? Et bien sûr qu'il y a une vérité à partir duquel on peut parler, sinon on pourrait pas parler. Et c'est ça qu'essaye de questionner la philosophie. C'est pas la vérité, et du reste elle est questionnée à neuf à chaque fois. Et au fond, je crois que c'est quand on lit les grands dialogues de Platon, quand on cherche la vérité, si on cherche au sens qui est devenu le nôtre aujourd'hui une réponse, eh ben on est très déçu parce que il parle, et on n'arrive jamais à avoir une réponse. Et souvent, le dialogue fini, on ne sait pas. Il y a un cheminement qui fait qu'on voit plus les choses de la même manière. On interroge, et ce qui compte... Et alors, c'est ça qu'on risque de mal comprendre, l'expression interroger ou vérité. Mais c'est une manière d'interroger qui fait qu'après l'interrogation, on ne regarde plus du tout les choses de la même manière. En tout cas, on a éliminé tout ce qu'on croyait être des vérités qui n'en étaient pas. On s'aperçoit qu'il y avait plein de préjugés, d'a priori, de choses qu'il fallait questionner pour les démasquer comme étant finalement tout à fait insuffisantes comme réponse.
mais ça veut pas dire effectivement qu'on accède à une vérité définitive. Parce que si on accède à une vérité définitive, c'est fermé. Mais c'est tout bête. Si je vous dis quelle est la capitale de l'Allemagne, quand je vous donne la réponse, c'est fini. Vous réfléchissez plus, c'est fini. Mais si on parle, mais au fond, c'est quoi pour vous l'amour? Il n'y a pas de réponse définitive. Mais cette interrogation-là va vous rendre plus alerte, va aider à voir les choses autrement. Vous questionne. On parle de l'amour. Oui. C'est un des thèmes de votre livre, le désir, l'amour. Il y a Absolument. un chapitre là-dessus. Vous parlez de Platon. Et pour une raison toute simple, que je parle de l'amour, pas seulement parce que ça me passionne, mais parce que le mot philosophie, philia, c'est l'amour. Et c'est très étrange. On a oublié que la philosophie était d'abord une interrogation sur l'amour. Alors justement, vous nous avez à ce sujet apporté un très beau texte de Platon. Alors aujourd'hui, c'est vous qui nous avez apporté les textes, donc moi je me suis un peu reposée sur vous et j'approuve totalement votre choix. Alors c'est dans l'édition des Belles Lettres que vous nous avez apporté donc cet extrait du Banquet qui s'intitule L'amour tend à la possession éternelle du bien, et dans lequel en fait Socrate va apprendre de Diotima quel lien unit la fonction philosophique à la question de l'amour, ou l'activité philosophique à la question de l'amour. L'amour se tient entre le savoir et l'ignorance, et voici ce qu'il en est. Aucun dieu ne s'occupe à philosopher et ne désire devenir savant, car il l'est. Et d'une manière générale, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Mais les ignorants, eux non plus, ne philosophent pas, et ne désirent pas devenir savants. C'est là justement ce qu'il y a de fâcheux dans l'ignorance. On n'est ni beau, ni bon, ni intelligent, et pourtant, on croit l'être assez. On ne désire pas autre chose quand on ne croit pas qu'elle vous manque. Qui sont donc, Diotima, demandai-je, c'est Socrate qui parle bien sûr, qui sont donc, Diotima, ceux qui philosophent s'ils ne sont ni les savants ni les ignorants? C'est très clair, dit-elle. Même un enfant le verrait dès maintenant. Ce qui se trouve entre les deux, et l'amour doit en faire partie. La science, en effet, compte parmi les choses les plus belles. Or, l'amour est amour du beau. Il est donc nécessaire que l'amour soit philosophe, et comme il est philosophe, qu'il tienne le milieu entre le savant et l'ignorant. La cause de cela même est dans son origine, car il est né d'un père savant et plein de ressources, et d'une mère dépourvue de science comme de ressources. Telle est, mon cher Socrate, la nature de ce démon. France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar. C'est vraiment un des textes centraux de tout l'Occident. D'ailleurs, c'est très beau parce qu'on voit Socrate qui apprend l'amour auprès d'une femme. Ça devrait quand même montrer à quel point on a plein d'idées un peu fausses sur quoi. C'est quand même un des textes centraux. Le moment crucial du livre, Socrate raconte comment c'est une femme qui lui apprend ce qu'est l'amour et comment lui, il ne sait pas, il s'est trompé et il apprend quelque chose. C'est très beau aussi quand il lui pose une question, elle lui répond, mais même un enfant saurait la réponse, qui montre que la philosophie parle vraiment, c'est Platon qui le dit, parle à quelque chose qui est aussi simple qu'un enfant peut comprendre. Et puis ses désirs. C'est l'idée que au cœur de cette activité, il y a le désir. C'est quand même extraordinaire. Donc, parce que pour nous, donc la philosophie, je voulais partir un peu des idées préconçues qu'on a tous. La philosophie, c'est quelque chose d'un peu intellectuel, de réservé à quelques personnes, qui fait un peu brillant en société.
ou alors quelque chose de très érudit, ou alors quelque chose qui est lié à une forme de sagesse. Et qu'est-ce que dit Platon ? Non, c'est un désir profond qui nous secoue, qui ne nous laisse pas en paix, qui nous pousse en avant, qui nous installe pas dans quelque chose qui est fermé, dans une sorte de certitude close, mais qui nous laisse complètement alerte, questionnant, neuf, vivant. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je crois vraiment que la philosophie, c'est d'abord cette expérience d'une radicalité fulgurante. D'un seul coup, l'apparence grise dans laquelle on pourrait être enfermé saute, et on est pris au plus ardent de ce qu'on est. Le banquet, je parle beaucoup de ça dans le livre, c'est quand même absolument incroyable. Platon nous dit que le nouvel Eros, c'est Socrate. Alors là, vous dites quand même, Socrate, il est vieux, il est laid, et il dit oui, parce que, et on a Alcibiade, le très beau jeune homme, magnifique, et Alcibiade dit à quel point il est amoureux de plein d'hommes, mais que la manière dont Socrate parle le touche tellement profondément dans son être qu'il est amoureux fou. Et Socrate ne veut absolument pas répondre à son désir sexuel, mais l'enflamme encore plus. Et cet enflammement, vous voyez, c'est la découverte toute simple qu'on peut être enflammé par quelque chose d'autre que le désir sexuel. C'est pas du tout une critique du désir sexuel, mais on peut être enflammé par autre chose de la même intensité, de la même manière. Et que la philosophie, c'est ça, au fond. Comment expliquer que, à partir de cette spontanéité du questionnement et du désir tel qu'il se manifeste dans les dialogues de Platon, et en réalité qui ne sont que le reflet d'une oralité vécue par Socrate et ses disciples, comment expliquez-vous que ça finit par aboutir en Occident, mais aussi en Orient, puisque finalement ils s'abreuvent à la même source et ça a les mêmes conséquences, dans des systèmes philosophiques d'une telle complexité que personne ne peut en approcher. Vous dites la philosophie c'est pas une chose érudite, mais enfin quand même, il faut s'accrocher pour lire la critique de la raison pure, il faut s'accrocher pour lire Descartes, il faut s'accrocher pour lire Spinoza. Il y a une double question. Alors je disais d'emblée, je ne veux pas nier la difficulté qu'il y a à lire un texte de philosophie. Ça, c'est le premier point sur lequel on va revenir. Il y a le deuxième point, comment toute philosophie devient par la suite système. Et donc, Platon devient le platonisme. Aristote devient l'aristotélisme. Kant devient le kantisme. Est-ce qu'entre le kantisme et Kant, il n'y a pas une trahison radicale? Est-ce qu'au fond, l'histoire de la philosophie, c'est pas sans arrêt un nouveau philosophe qui vient dire il faut reprendre les choses à neuf, vous êtes en train de fermer ce qui était d'abord ouvert. Donc ça, je crois que ça c'est absolument premier. Quand on relit les textes, on est frappé qu'ils sont beaucoup plus fortes que le système qu'en a été fait ensuite. Après, bien sûr, il y a une technicité de la philosophie. Ça, c'est tout à fait clair. Comme ce matin, j'ai rencontré un menuisier. Comment ça me parlait, je comprenais plus rien. Et le nom des bois, comment on fait les choses. Il y a une technicité dans chaque métier. Donc, à un moment, un philosophe, il y a une technicité. Ça n'empêche pas que l'expérience première, elle est absolument ouverte. Donc, vous voyez, il y a deux phénomènes. À un moment, il y a un travail un peu technique dans le bon sens du terme de la philosophie. Et ça peut intéresser certaines personnes. Tout le monde n'a peut-être pas besoin de lire la critique de la raison pure. Mais tout le monde peut voir l'expérience dont parle Kant. Et cette expérience, elle est trahie par une certaine manière dont une pensée est mise en fiche, en théorie, et elle n'est plus vivante. Et tous les philosophes ont parlé du choc. Et j'ai oublié, au début de l'entretien, quand j'ai parlé du mot méditation, j'ai parlé du mot méditation à partir de l'Orient, mais j'ai oublié de dire quelque chose d'essentiel. Le mot méditation est très heureux en français. C'est très bien que la méditation orientale, on appelait mot méditation, parce que méditation, ça vient de la racine med, qu'on retrouve dans médecin, dans médicament, et qui veut dire prendre soin. Et c'est pas le mot, ça vient pas de la racine mens, mental. Quand Descartes appelle les méditations, il n'appelle pas ça réflexion intellectuelle, il appelle méditation. Donc il invite bien le lecteur à faire une expérience. Et tous les philosophes ont fait des textes un peu techniques et des textes plus simples. Kant, bien sûr, a fait la critique de la raison pure, mais il a écrit aussi Qu'est-ce que les Lumières, dont on va peut-être lire plus tard le début. Et il y a les textes très difficiles de Socrate, comme le Théétète, et il y a des textes très très simples, très parlants, comme le Banquet, qui parle de l'amour. Et donc je crois que
là, la question est résolue et on l'escamote en voulant dire toute philosophie devrait être immédiatement lisible. Non. Mais en même temps, toute philosophie peut parler à l'être humain parce qu'elle est d'abord un questionnement sur ce que ça veut dire qu'être un être humain. Parce que vous résumez par exemple Kant en disant voilà l'expérience qu'il fait de la raison, etc. Mais je veux dire lui-même, je parle pas du kantisme, je parle pas de ceux qui sont venus après lui. Lui-même a ressenti le besoin d'enfermer cette expérience première dont vous parlez. Non, je dirais pas qu'il veut l'enfermer. Enfin, d'enfermer, de l'exprimer dans un système qui est quand même extraordinairement élaboré. Oui, mais c'est d'abord si on prenait le texte, on verrait c'est toujours une expérience très profonde. Et j'ai pas voulu résumer la pensée de Kant. Mon livre, c'est pas un livre de résumé. C'est une promenade, un engagement, un chemin. On pourrait continuer le livre beaucoup plus longtemps encore. C'est juste essayer de montrer quelque chose. Et sur Kant, je prends deux petits moments de la pensée kantienne, mais qui me semblent très, très parlants. Allez-y. C'est intéressant de donner cet exemple de Kant, oui. Qui est un auteur qui paraît très difficile à beaucoup de gens. Effectivement, dites-nous ce que vous avez... Il y a plusieurs choses, oui. Nous faire redécouvrir avec Kant, et comme ça on pourra lire aussi le texte. Il y a plusieurs choses. Donc chez Kant, il y a plusieurs aspects que j'aborde dans le livre. Il y a un aspect où je trouve que Kant, c'est un peu, je dis, le Christophe Colomb de notre temps, parce que il voit très bien il raconte qu'il voit que la pensée devient abstraite, qu'il n'y a plus de rapport au côté concret de la réalité. Et comme Christophe Colomb trouve une nouvelle terre, Kant trouve une nouvelle terre qui va être la terre de l'expérience. Il va essayer de repenser l'expérience. Vous voyez, la dimension méditative comme expérience, quelle est l'expérience humaine. Et il essaie de regarder comment on voit les choses avec la remarque toute simple, c'est ce que je vois n'est pas purement une réception sensible, ni une conception intellectuelle. C'est ni l'un ni l'autre. Et alors je donne comme exemple, c'est pas l'exemple que donne Kant, mais j'essaie de trouver un exemple pour essayer de montrer ça. Comment il regarde un arbre, il y a un arbre en bas de chez moi, donc je regardais l'arbre pendant que j'écrivais le texte, et il y a un arbre dans la cour, donc j'en vois un, donc je vois la quantité. Je vois l'arbre et je vois la quantité. Je vois que c'est un arbre. Donc je donne le concept d'arbre, ici concept au sens beau de ce qui donne visage à ce que je vois. Et puis donc il y a la quantité, il y a la qualité, et donc les catégories, ce qu'il appelle les catégories, tissent la texture même du réel. Et donc on pourrait dire l'expérience que fait Kant, c'est l'antipode de notre du jeu vidéo dans lequel il n'y a plus de réalité. Là c'est l'ampleur de la réalité qui se manifeste dans sa dimension pleinement sensible, mais qui est inséparable de ce que l'entendement y met. Et je crois que je raconte que quand j'ai commencé à voir ça chez Kant, j'en avais vraiment, c'est un des rares moments où j'ai pleuré en lisant de la philosophie, parce que j'avais l'impression que le monde m'était rendu. Qu'il y a quelque chose où, peut-être il faut dire ça, moi quand j'étais pas du tout bon élève, donc j'avais l'impression de rien comprendre quand j'étais à l'école, après je vais à l'université, j'essaye de comprendre. On a l'impression qu'il faut toujours maîtriser des choses. On est toujours il y a les examens, il y a la performance, il faut maîtriser les choses. J'avais l'impression de perdre la rencontre avec le réel. Et là, d'un seul coup, il y a dans cette manière d'approcher la réalité, le monde qui se donne à neuf. Et je trouve que souvent, dans les beaux textes de philosophie, c'est comme si le monde nous était rendu, et je crois que ça c'est très important. Ça, c'est très décisif. Et il y a un autre aspect de Kant, dont je parle dans le livre à un autre moment. C'est une question toute bête qu'on pose souvent, que moi je fais beaucoup de conférences, particulièrement sur la méditation, donc on me demande souvent qu'est-ce que vous pensez que sera à l'avenir ? Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Et le jour où j'ai eu la réponse de Kant, j'ai été vraiment soufflé, parce qu'il répond, mais au fond, on peut pas répondre à cette question, parce que pour répondre à cette question, il faudrait pouvoir quitter la réalité et être comme on pourrait regarder les planètes de loin pour être à la fois juge et partie. Mais nous, on peut pas avoir ce regard-là. Donc, on peut pas répondre à la question. Mais il y a une chose qu'on sait. Alors lui, il est témoin de la Révolution française. Et il dit, tout être qui entend parler de la Révolution française est secoué d'enthousiasme de cette possibilité-là. Peut-être ça va mal finir, peut-être on va regretter, mais ce moment de libération des êtres humains nous touche au plus profond. Et ben ça, c'est ça qu'il faut, c'est la manière de répondre.
partout où il y a des hommes, il y a cette aspiration profonde à changer la réalité. Et moi, je peux pas vous répondre si je suis optimiste ou pessimiste. Je peux vous répondre que je fais confiance dans cette capacité qu'il y a dans l'homme de pouvoir faire le meilleur. Et je trouve que c'est une très belle réponse de Kant, et qui déplace légèrement les choses, et en même temps les ouvre profondément. Alors justement, vous nous avez apporté un texte de Kant qui est en effet très beau. C'est pas le C'est Kant pas la de critique la, de la de la raison critique de la pure. raison pure qui est un peu plus difficile. Encore que c'est vrai qu'une fois qu'on s'est donné la peine d'y entrer, j'ai des souvenirs de lecture de terminale, mais bon, quand on a la chance d'avoir un très bon prof de philosophie, c'est plus facile. Mais c'est vrai Parce que pour tout être une humain, fois qu'on entre dans la lecture, on est ébloui, mais c'est quand même une lecture assez Oui, mais au fond, ardue. mais je dirais au fond, pour beaucoup de choses dans la vie, c'est bien que quelqu'un vous aide à voir. Mais des fois même écouter une musique, vous arrivez pas très bien. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quelqu'un m'a dit, un ami m'avait fait écouter Beethoven. Moi, je trouvais ça horrible. Et puis il m'avait dit, mais écoute-la. Il n'avait pas fait une démonstration logique. Il m'avait dit, écoute-la. Puis d'un seul coup, on apprend à entendre quelque chose. Mais c'est comme aussi quelqu'un qui vous fait goûter un plat qui vient d'un pays étranger. Au début, vous êtes un peu déconcerté, puis il vous fait goûter quelque chose. Et donc, je crois que des fois, on se trompe pour apprécier une œuvre d'art ou un texte. Des fois, il suffit juste que quelqu'un vous montre par où porter votre attention. Oui, et ce qui est très intéressant dans le texte que vous nous avez apporté, c'est que Kant nous dit en effet que il faut que la philosophie pointe vers quelque chose, mais elle doit pointer essentiellement vers la libération par rapport à ce que quelqu'un d'autre vous prenne par la main. Oui. Parce que c'est vrai, il faut commencer par là, mais en même temps, eh bien, il faut devenir soi-même celui qui se montre le chemin à soi-même, d'une certaine façon. Oui. Et c'est peut-être tout le travail de liberté qui est au cœur de la philosophie. Oui. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans la conduite d'un autre. On est soi-même responsable de cet état de tutelle, quand la cause tient non pas à une insuffisance de l'entendement, mais à une insuffisance de la résolution et du courage de s'en servir dans la conduite d'un autre. Sapere aude, et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Paresse et lâcheté sont les causes qui font qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les eut affranchis depuis longtemps d'une conduite étrangère, restent cependant, volontiers, toute leur vie, dans un état de tutelle, et qui font qu'il est si facile à d'autres de se poser comme leur tuteur. Il est si commode d'être sous tutelle. Si j'ai un livre qui a de l'entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, etc., je n'ai alors pas moi-même à fournir d'efforts. Il ne m'est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer. D'autres assumeront bien, à ma place, cette fastidieuse besogne.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Les Lions Var. C'est très parlant comme texte. On se sent tout de suite concerné. Et c'est ça l'invitation de la philosophie, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans le livre, c'est dire aux gens libérez-vous. Vous pouvez vous libérer, libérez-vous. Et c'est à chacun de trouver son chemin pour se libérer. Et je crois que c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors vous abordez de nombreux thèmes, nombreux auteurs. On a un peu parlé de Kant, de Descartes, de Platon, etc. Moi, j'ai été effectivement assez surpris aussi d'un auteur qu'on connaît pas sous cet angle-là. Et je voudrais que vous puissiez nous en dire un petit mot, puisque ça rejoint cette idée de la philosophie qui nous aide à vivre. C'est Michel Foucault. On connaît bien Michel Foucault comme historien de la folie. On savait pas peu savaient qu'il avait aussi beaucoup travaillé sur la notion de souci de soi. Ah oui, j'étais moi-même assez étonné. Et c'est un peu surprenant, parce que oui, donc le grand Foucault, très engagé politiquement, à la fin de sa vie, dans les cours du Collège de France, pose la question du souci de soi d'une manière vraiment impressionnante. Et plusieurs personnes lui ont posé des questions, mais est-ce que vous tombez du côté du développement personnel? Est-ce que c'est maintenant la sagesse facile? Et il répond, vous comprenez rien. Mon travail depuis le début, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent se libérer. Et le souci de soi, en tant qu'il est l'interrogation philosophique par excellence, c'est la possibilité de se libérer et trouver les conditions de sa propre libération. Alors, et Foucault, il va fort puisqu'il appelle la philosophie soucieuse du souci de soi, philosophie spirituelle. Il appelle ça comme ça. Alors moi, j'étais un peu étonné et il fait la liste. Platon, Aristote, Descartes, Kant, Nietzsche, Heidegger. Donc il met quasiment toute la philosophie dans la philosophie spirituelle parce qu'elle interroge parce qu'elle interroge directement notre existence. Et il explique, il y a un savoir qui nous donne des connaissances, par exemple savoir la production de bananes en Afrique de l'Ouest, combien de tonnes et comment c'est fait, et il y a une connaissance qui parle de notre propre expérience, de notre propre existence. Et ça, c'est le cœur de la philosophie, et cette question a toujours à voir avec le souci de soi. Et il faut juste peut-être préciser que le souci de soi n'a rien à voir avec ce qu'il est souvent confondu avec un travail psychologique un peu narcissique. C'est le souci des conditions de penser. Et on peut penser par soi-même. C'est la même question qu'il y a dans le texte qu'on a lu de Kant. Et c'est ça qu'on comprend très mal chez Socrate. Le connais-toi toi-même de Socrate n'a rien à voir avec l'idée psychologique connais-toi toi-même et va faire des séances chez un psychologue. Ou le deviens qui tu es de Nietzsche. Voilà. Ça rejoint cette idée d'une forme d'individuation. Voilà. D'être profondément soi-même. Absolument, vous avez raison. D'individuation et de savoir quelle est la mesure de notre humanité. Connais-toi toi-même et connais la séparation connais bien l'espace de ta propre humanité. Ne te prends pas pour un dieu si tu n'es pas un dieu, ni pour prends-toi vraiment, prends la mesure de ton humanité, donc les conditions de de ce que tu dois faire et de ce que tu peux faire. Et donc cette question est d'abord une question éthique au sens le plus fort du terme. Et aujourd'hui, on n'entend plus ça dans le souci de soi. Et oui, donc Foucault, c'est très impressionnant ce questionnement qu'il fait. Et je crois que c'est pas par hasard. Il sent à la fin de sa vie le danger qui nous menace. Et le danger qui nous menace, c'est évidemment un danger contre cette individuation qui nous est faite. Et je crois que c'est ça qui est important, qui est important aujourd'hui, et on ne sait plus même très bien comment nommer cet espace-là. Il est tellement menacé. Alors est-ce qu'on l'appelle philosophique? Est-ce qu'on l'appelle spiritualité? Est-ce qu'on l'appelle sagesse? Et chaque terme a des avantages et des inconvénients. On parle de philosophie, mais le mot philosophie a tellement aujourd'hui une connotation qui fait presque peur. Le mot sagesse a aussi d'autres problèmes. Oui, d'ailleurs, vous l'égratignez un tout petit peu au passage. Si jamais on entend... Expliquez-vous. Le mot philosophie me gêne, parce que la philosophie a l'air de quelque chose de très abstrait, qui parle pas très bien aux gens. La sagesse pourrait avoir un côté aussi un peu gênant, au sens sois sage et tiens-toi plus tranquille, le fameux vers de Baudelaire, avec l'idée qu'une sagesse serait un état de calme. Mais quand la mer est calme, c'est la mort. C'est affreux pour quelqu'un qui est sur un bateau et la mer est calme, il peut plus avancer. La vie est faite de mouvement. Donc il faudrait entendre la sagesse, c'est le sens véritable de la sagesse, que je ne peux que, évidemment, qui
qui est notre aspiration à tous. La véritable sagesse, c'est une sagesse qui n'a pas peur des difficultés, de l'obscurité, qui a un regard plus ouvert sur l'ampleur de la réalité, qui n'est pas une manière d'écarter le négatif, mais d'avoir un rapport sain et ouvert au négatif. Mais aujourd'hui, on a un peu l'idée le sage, on a quasiment l'idée d'un vieil homme avec une barbe blanche, hors de toute contingence réelle, détaché de la réalité. La sagesse qui m'intéresse, c'est le contraire. C'est comment on retrouve ses manches et on rentre dans tous les enjeux du quotidien. Donc c'est pour ça que le mot sagesse et le mot spiritualité aussi, à la fois a plein d'aspects positifs et aussi plein d'aspects négatifs, parce qu'on a l'impression que spirituel, c'est séparé de matériel, et donc ce serait encore quelque chose d'un peu désincarné. Or, si on a besoin, ce serait d'une spiritualité incarnée. On aurait besoin d'une sagesse qui n'a pas peur du tumulte. On aurait besoin d'une philosophie qui soit pleinement amour, voyez. Donc c'est toujours ça qu'il faut essayer de travailler comme on peut. Et je ne prétends pas avoir les réponses, mais juste, je voudrais essayer de garder l'intensité du questionnement. Est-ce que c'est sur ce point particulier donc à ce point particulier que vous reliez votre travail philosophique au travail sur la méditation? La méditation, ça m'a permis de faire confiance que l'expérience humaine est juste, qu'il y a une fragilité de l'expérience, mais qu'il faut la questionner. Et à partir de là, je crois que ça m'a permis de relire les textes de philosophie, de prendre le texte et de lire moi le texte de philosophie, et essayer de faire l'expérience, et de pas être terrorisé et de penser qu'il faut en passer par un rapport uniquement abstrait et théorique. Voilà, c'est ça, c'est cette expérience-là. Mais quelle expérience qu'au XXe siècle on appelait phénoménologique. Qu'est-ce que c'est la philosophie? Moi, j'ai appris la méditation, avec un très grand neuroscientifique, Francisco Varela, mais qui était aussi philosophe et qui est toujours, faut avoir un rapport phénoménologique à la méditation. Et phénoménologique, ça veut dire, on regarde le phénomène lui-même. On examine le phénomène. Pas nos conceptions sur le phénomène, mais le phénomène. Et c'est ça, cette expérience-là. C'est ça, disons, l'unité. Et pour moi, la méditation m'intéresse si elle renouvelle notre rapport à toute la dimension de la culture occidentale. Pas en tant qu'elle devient une manière de s'isoler dans un monde oriental qui va être très vite rêvé. Oui, d'ailleurs, vous parlez beaucoup, il y a plusieurs chapitres sur l'attention, sur la présence. Absolument. Avec ma grande découverte, en faisant le livre, que la question de l'attention, qui est la question centrale de la méditation, qu'on a l'impression de redécouvrir à travers l'Orient, est au cœur de plein de penseurs d'Occident majeurs. Au premier chef, Simone Weil, qui est cette femme complètement inouïe au XXe siècle, qui a travaillé qui était l'élève d'Alain, qui a travaillé en usine, et qui après, qui est morte à Londres pendant la guerre, voulant participer à la résistance. Et Simone Weil a des pages très lumineuses sur ce que ça veut dire faire attention. Qu'est-ce que c'est cette expérience? Et comment, si on dit à quelqu'un fais attention, en général, il a l'impression qu'il va juste crisper ses mâchoires. On demande à des élèves faites attention. Ils sont tendus, ils sont crispés, ils croient qu'ils font attention. C'est pas du tout ça, faire attention. Faire attention, c'est être vraiment avec les choses. C'est vraiment faire attention, prendre soin, si on reprend le mot méditation, prendre soin. Et il y a un autre texte absolument, mais inouï de Simone Weil, où elle raconte l'histoire de Perceval le Gallois, et elle montre que Perceval, Perceval est invité dans un château, et il y a le Graal qui passe, et avec le roi pêcheur qui souffre, et il ne pose aucune question. Et là, c'est toujours très énigmatique. Pourquoi il pose aucune question? Et le conte dit juste qu'il ne pose aucune question, et que s'il avait posé une question, le royaume aurait été sauvé. C'est tout. Et Simone Weil dit, il n'a pas posé de question parce qu'il n'a pas été attentif. Comme il n'a pas été attentif, il n'a pas pu prendre soin, et il a manqué d'amour. Et le royaume ne peut pas guérir parce qu'il a manqué d'amour. Et je crois qu'elle fait très bien le lien ici entre l'attention et l'amour. Et là, justement, comme par hasard, sur cette question de l'attention, vous citez Simone Weil, dont on peut dire quand même qu'elle est plus mystique que philosophe, enfin en tout cas à mon point de vue. Et c'est vrai que sur cette question de l'attention, les mystiques ont beaucoup de choses à nous dire, puisque Absolument. vraiment ce sont eux qui ont pensé cette question de alors pour eux c'est la présence divine qui doit je n'aime pas le verbe devoir, mais enfin c'est la présence divine qui, pour peu qu'on y prête attention, se manifeste en toute chose. Mais vous l'appliquez dans dans une sphère plus immanente, et bien que vous utilisiez la pensée de Simone Weil, qui quand même pense
au bout du compte, que cette attention est une attention à la présence de Dieu dans les choses. Disons, moi je peux pas répondre à ces questions, j'ai pas de... Mais je pourrais juste dire, l'attention, quand vous êtes attentif, vous êtes toujours hors de vous-même. Il y a quelque chose de plus grand. Vous êtes même, je suis attentif à ce que vous dites, je m'oublie pour faire attention à ce que vous dites. Donc, c'est sans doute ça que les mystiques veulent décrire très simplement, phénoménologiquement. Ce qui me permet de faire juste une parenthèse. Vous voyez la catastrophe aujourd'hui que la méditation s'appelle pleine conscience. C'est un contresens, mais radical. J'arrête pas de le dire aussi. On devrait dire de méditation de pleine attention, mais pas oui, de pleine conscience. Parce que la conscience suppose effectivement une forme de réflexivité, donc on repart dans le mental. Absolument. Il y a effectivement, c'est-à-dire que le mot conscience en France est ambigu. Alors que la mindfulness, non, on mais peut aux comprendre. États-Unis, tous les auteurs anglo-saxons, qui sont aujourd'hui les chantres en France de la pleine conscience, disent tous dans leurs livres, nous enseignons mindfulness and not consciousness. Mindfulness, mind, c'est le mot esprit, mais qui veut dire aussi attention. Si quelqu'un était dans le métro à Londres, dans le métro à Londres, on dit toujours mind the gap, faites attention à la brèche en sortant du métro pour pas tomber dans le trou. Donc attention. Donc mind, c'est pleine attention. Vous pouvez pas et tous les auteurs le disent. C'est une erreur d'un traducteur. Et tout le monde est en train de répéter. Tout le monde le reprend. Et aujourd'hui, on a même l'impression qu'il y a une nouvelle forme de méditation, encore plus chic que la méditation qui s'appellerait pleine conscience, et que ce serait mieux. Et moi, les auditeurs peuvent faire l'expérience. Buvez un verre d'eau en étant pleinement attentif. Buvez un verre d'eau en ayant conscience que vous buvez un verre d'eau. C'est l'horreur. C'est la condamnation la pire. Vous devez regarder sans arrêt ce que vous allez faire, mais vous allez étouffer. Alors que le propre même de l'attention, c'est que vous allez vous oublier. C'est le verre d'eau qui compte. Si vous rencontrez un ami, vous êtes pleinement conscient de ce qu'il vous dit, ben vous l'écoutez pas du tout. Mais si vous êtes attentif à ce qu'il dit, vous êtes ouvert à ce qu'il dit. Donc c'est très bien. Si dans cette émission, les gens pourront retenir que la méditation, c'est se libérer de la pleine conscience pour entrer dans la pleine attention, ben je serais vraiment content, oui. Parce que je crois que c'est incroyablement malheureux et que je me rends compte, en enseignant la méditation, que les gens ne font pas attention à tout ça, mais quand même leur expérience est marquée par le sens du mot conscience. Et ce qui est terrible, c'est que on voit là, je viens de lire pour le préfacer l'ouvrage traduit de l'anglais en français d'un grand lama tibétain, d'un grand maître que je connais par ailleurs, qui est formidable. Mais la traduction, il parle très souvent de la méditation et on traduit tout le temps pleine conscience, pleine conscience, pleine conscience. Faut leur dire non. C'est incroyable de voir qu'effectivement l'expression devient consacrée. Absolument. Et on la remplace elle remplace le mot méditation, alors que c'est en français un contresens. Un contresens. Et les États-Unis le savent. Enfin, je veux dire, tous les auteurs, tous les livres disent mindfulness is not consciousness. Et voyez voyez pourquoi la philosophie peut être bénéfique même pour avoir un rapport à la méditation, parce qu'elle nous rend sensibles à la langue et elle nous permet d'avoir un rapport un peu plus libre. On parlait de Simone Veil, j'ai retrouvé des citations très belles de Simone Veil, donc que vous donnez dans votre livre, donc je la lis. Elle dit: il y a quelque chose dans notre âme qui répugne à la véritable attention beaucoup plus violemment que la chair ne répugne à la fatigue. Ce quelque chose est beaucoup plus proche du mal que la chair. C'est pourquoi toutes les fois qu'on fait vraiment attention, on détruit du mal en soi. C'est fort, ça. C'est extraordinaire. C'est très beau et c'est très... Et quand on relit toute la philosophie à partir de ça, on voit que c'est ça qu'ils veulent nous montrer, les philosophes. Que ce qui semble difficile, c'est un travail d'attention. Et cette attention, c'est toujours un souci de soi qui est aussi un oubli de moi-même. Voilà, c'est ça la philosophie. C'est le souci de soi qui est un oubli du moi-même et encore moi. Oui, alors vous citez d'ailleurs beaucoup, comme pour conjurer cette... D'ailleurs, c'est peut-être presque du retour du refoulé, cette histoire de pleine conscience. Dans notre culture, on veut sans cesse contrôler et avoir conscience de tout. Vous avez j'ai jamais pensé à ça, et je pense que vous dites quelque chose de très important. Je crois qu'en français, nommer sa pleine conscience, c'est une manière de refuser l'expérience. Je crois. De manière très profonde. Oui, il me semble vraiment. Je le vois vraiment comme un retour du refoulé dans la traduction. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on veut pas s'avouer à soi-même. En tout cas, ce qui est intéressant beaucoup dans votre démarche, pas seulement dans ce livre, mais dans beaucoup d'autres livres que vous avez écrits, c'est que vous liez profondément la philosophie aussi à l'art et en particulier à la poésie et au mythe. Et vous expliquez d'ailleurs bien que Socrate lui-même, sans cesse, a recours au mythe, parce que le mythe n'est pas quelque chose qui s'oppose au travail philosophique, et bien au contraire, il le féconde par, alors vous avez raconté l'histoire de Perceval, donc par quelque chose qui justement ne peut pas se donne sans être un système de pensée, mais juste du vécu. Chaque fois que Platon doit dire quelque chose de décisif sur l'existence humaine, le plus profond, il emploie un mythe pour ouvrir le questionnement.
Et c'est pour ça que vous aimez beaucoup à la fois les mythes et la poésie. Vous parlez sans cesse de la poésie. Je crois que c'est Kant qui disait les poètes ont des fulgurances. Là où les philosophes développent des idées, les poètes, eux, les expriment dans des fulgurances. Ce qui m'intéresse, c'est partout où il y a quelque chose de la vérité de l'existence. Et alors, les philosophes vont d'une manière, le mythe le dit d'une autre manière, l'art le dit d'une autre manière, parce qu'on a besoin d'une parole qui nous ouvre. Et je crois que ce que j'ai pas assez dit, c'est si la philosophie, c'est sortir du moi-même et encore moi pour un souci de soi qui nous libère, il nous libère en nous mettant en relation avec les autres de manière extrêmement profonde. Et quand même un des thèmes, on pourrait dire le livre va en direction de repenser la question de la relation. Je raconte beaucoup de choses assez personnelles dans le livre. C'est un livre aussi j'essaie de montrer comment la philosophie m'aide au quotidien, donc je raconte des choses aussi très, très intimes. Et quand même, comment ça se dénoue, la philosophie, dans l'amour, dans la relation, dans le souci de l'autre, dans qu'est-ce que ça veut dire accorder place à l'autre. Et je crois que c'est cette interrogation, c'est aussi ça. C'est quelle place je fais à la rencontre. Quelle place je fais au fait que personne ne se fait à lui tout seul. Et que vous avez très bien souligné que le retour du refoulé, de la pleine conscience, c'est le projet d'un contrôle total, et qu'au fond, ce qu'il nous faut apprendre, c'est peut-être apprendre à danser avec la vie, accepter l'incertitude, accepter que tout le monde a ses épreuves, et comment on peut avoir un rapport sain, vivant, heureux même aux épreuves. Et je crois que cela passe par la capacité d'entrer dans un rapport d'amour avec le monde et les autres. Et peut-être que vous le citez, alors je peux pas m'empêcher de le citer parce que je l'aime beaucoup, parce que nous arrivons à la fin de cette émission, peut-être que toute l'affaire, au fond, c'est d'entrer en résonance avec chaque instant de notre vie, comme le dit si bellement Verlaine. Rêvons, c'est l'heure, un vaste et tendre apaisement semble monter du firmament que l'astre irise, c'est l'heure exquise. Merci beaucoup Lélie, merci Fabrice Midal. Je rappelle votre livre « Comment la philosophie peut nous sauver », 22 méditations décisives aux éditions Flammarion. Donc si vous ne savez pas quel livre emmener sur la plage ou à la montagne cet été, vous pouvez partir avec Midal, c'est un livre très enthousiasmant. Nous allons nous retrouver à la rentrée pour une nouvelle formule des Racines du Ciel, mais vous pouvez également réécouter pendant tout l'été. Nous allons rediffuser au même horaire la série Grand Témoin que nous avions fait, Lélie, toute cette année. Et puis nous vous retrouverons donc avec beaucoup de joie pour une nouvelle formule des Racines du Ciel à la rentrée. Avec Lélie, nous vous souhaitons à tous un excellent été. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.